Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril, le lendemain de la belle éclipse solaire totale qui a eu lieu, qui a traversé le Pacifique, le Mexique, les États-Unis, le Canada pour terminer à Terre-Neuve. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de contempler cette magnifique éclipse. Moi, je me suis mis sur la chaîne CNN et j'ai pu vivre ça en direct, évidemment, devant mon écran de télévision. Mais elle était très très belle, cette éclipse, magnifique. Nous, en 1999, je ne sais si vous vous souvenez, le ciel était couvert, il était un peu laiteux et ça a nui à la qualité de l'éclipse. Mais alors là, hier, c'était magnifique, ça a été une éclipse de toute beauté. Cette merveilleuse mélodie céleste, mécanique, c'est vraiment merveilleux. Alors, une petite note aussi sur la présence des publicités. Pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais puisque je vous en ai fait part et que vous êtes aussi concernés, alors essayez de rentrer en contact avec quelqu'un sur YouTube, vous imaginez, c'est une usine à gaz. J'ai quand même réussi à m'entretenir avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, je me suis très vite rendu compte que c'était un robot, un algorithme, une intelligence artificielle qui me répondait. On s'en rend compte très vite à la répétition de formules, à des constructions, un vocabulaire, une syntaxe qui sont très curieux. Enfin bref. Je me suis quand même permis de dire que j'aimerais m'entretenir avec un être humain fait de chair et de sang. Et tenez-vous bien, l'intelligence artificielle m'a répondu qu'elle me demandait de rester correct et courtois. C'est à mourir de rire. Reconnaissez quand même qu'elle a été offusquée, que je ne la considère pas comme un être humain fait de chair et de sang. On vit dans un monde merveilleux. Donc j'ai très très vite donné cours à cet échange qui vous rend complètement schizophrène. Vous discutez avec un robot, faut quand même... Donc j'ai arrêté. Alors, le robot m'a quand même envoyé vers des articles dans Google, dans YouTube, qui sont bien cachés, qu'on ne connaît pas au départ. Et YouTube se réserve le droit de mettre des publicités dans les vidéos, partant du fait qu'on peut très bien les ignorer, puisque vous avez la petite fonction, vous savez, ignorer, et que voilà, je m'attendais à cet argument, et que c'était ainsi, alors qu'il s'excusait du désagrément que cela pouvait m'occasionner, mais que voilà, c'était ainsi. Nonobstant le fait qu'il fallait que je souscrive un abonnement premium, donc payer un abonnement mensuel qui s'élève à peu près à 20 € par mois, pour éviter la présence de publicité. Vous voyez la manœuvre. Bref, je me trouve confronté au GAFAM, cette espèce de pieuvre qui fait la loi sur la planète. Alors écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que de me priver de cet outil en même temps pour communiquer avec vous, je trouverais ça regrettable. Voilà où j'en suis. Alors écoutez, maintenant je vais passer à autre chose, je ne vais pas vous embêter avec tout cela. Je voulais vous parler d'un thème astrologique, voilà, c'est le thème de Isabelle Rimbaud. Alors Isabelle Rimbaud était la sœur d'Arthur Rimbaud. C'est pour sortir un petit peu de l'actualité, de cette astrologie mondiale très sombre. J'ai envie de vous amener un peu dans une autre dimension ce matin, et une magnifique dimension, une dimension humaine, vraiment. Et voilà, alors je vous présente le thème d'Isabelle Rimbaud, qui était la sœur d'Arthur. Arthur était né en 1854, elle est née en 1860, 6 ans plus tard. Alors Isabelle Rimbaud, née sous le signe des Gémeaux, comme vous le voyez, avec un ascendant Balance, constitué d'air, un peu comme son frère, qui était double Balance. Elle, Gémeaux, ascendant Balance, le même ascendant que son frère. Alors qu'est-ce qu'on note dans ce thème ? Déjà, on voit au niveau des règles d'interprétation, moi ce qui me frappe tout de suite dans un thème, vous savez, ce maître d'ascendant, Vénus qui marque le mois profond, est conjoint à Jupiter, regardez, Vénus-Lune, dans le signe du Cancer, en maison 9. Cette conjonction-là est d'une extrême importance, elle est qui plus est opposée à Mars, dans la maison 3,
La maison 3 qui est la maison de la fratrie, la maison des frères et sœurs. Ça, c'est une clé qui permet de comprendre en grande partie ce qu'est Isabelle Rimbaud et son destin. Ce maître d'ascendant est conjoint à un Jupiter exalté en Cancer. Toutes les valeurs du cœur, de l'amour, de la beauté, de l'harmonie sont exacerbées, portées à leur expression la plus haute, dans la maison 9, qui est la maison des hautes expressions, et dans le signe très affectif, familial du Cancer, qui est le signe de la Lune. Laquelle Lune est en chute dans le signe du Scorpion. Et on voit que sa triple conjonction Soleil-Uranus-Mercure en Gémeaux est dans la maison 8 du zodiaque, qui est quand même une maison d'épreuve. C'est la maison de Pluton à l'origine. Et comment dirais-je, cette position-là est également très parlante par rapport à son destin et à la relation qu'elle a entretenue avec son frère Arthur. Alors, on voit la grande affectivité, la grande sentimentalité, l'aspect protecteur des valeurs familiales du clan. Mars, qui est dans la maison 3, la maison du frère, est ici, maître de la maison 7, et également maître de la Lune. Vous me suivez ? On voit là qu'il y a un Mars, donc il peut y avoir un climat de blessure, de coupure, et qui plus est, la pointe de maison 3, qui est la maison de la fratrie, est en Capricorne, et Saturne, qui est le maître, et le plus haut dans le ciel, il est dans la maison 10 en Lion, au carré de la Lune. C'est un carré appliquant, puisque la Lune, progressivement, va former le carré exact. Vous voyez, donc on voit quand même un destin déjà marqué par une hyperaffectivité, une valeur maison 3, maison frère et sœur avec un Saturne 10. Alors ce Saturne 10, qu'est-ce qu'il signifie également dans le thème de Isabelle ? C'est l'absence du père, puisque elle aussi, bien entendu, n'a pas connu son père, puisque Arthur n'a pas connu son père, donc évidemment, elle qui est née 6 ans après son frère, l'absence du père. Voilà, Saturne carré Lune, ce Saturne 10 marque l'absence de son père. Alors, je lis actuellement les lettres de Isabelle Rimbaud à sa mère, et puis les différents livres qu'elle a consacrés à son frère. Elle a voué à son frère une vénération et un amour, un amour infini, une dévotion totale envers son frère, c'en est bouleversant. Vraiment, lire ce témoignage. Aujourd'hui, à l'heure où notre part d'humanité est mise à mal, où on est dans une période de destruction absolue, de barbarie, je peux vous dire que c'est bouleversant et en même temps, ça réconcilie avec la vie. C'est magnifique, vraiment. Alors c'est dommage que l'intégralité des écrits d'Isabelle n'ait pas été publiée, mais c'est de toute beauté. Et puis alors une chose qui me frappe aussi, vous voyez cette conjonction Soleil-Uranus-Mercure en Gémeaux, magnifique. Bien écoutez, je lis la qualité de ses lettres, la qualité de son écriture pour une femme qui est née à Charleville, à Roche, dans la ferme familiale, et qui n'est pas sortie de cette province, et qui pour énorme voyage dans sa vie a fait Roche, Marseille, pour être au chevet de son frère Arthur. Quand on voit la qualité de l'écriture, de l'expression, elle pratiquait l'incise, c'est tout à fait remarquable. Et on est amené à se dire que si cette femme était née à une autre époque, parce que les conditions des femmes à cette époque-là, pouvaient effectivement revendiquer, si elle était née à une autre époque, sans doute que cette force d'expression qu'elle a en 8, là, vous voyez, Soleil, Uranus, Mercure, serait peut-être donné tout autre chose dans sa vie, d'où l'importance, quand vous interprétez un thème, de toujours le replacer dans son contexte, son époque, tenir compte de tout ce qui environne un natif, parce que ça participe, ça conditionne aussi une vie. Et on peut se dire qu'elle aurait eu certainement une toute autre vie. Parce que cette puissance d'émancipation, de liberté, est dans la maison 8 qui tend à affaiblir les planètes qu'elle contient. Voyez ? Donc, le soleil, qui est le maître de sa maison 10,
Uranus qu'elle met de sa maison 4. Autrement dit, les deux gouverneurs du méridien céleste, c'est-à-dire la colonne vertébrale du thème, sont dans la maison 8. Alors, donc on voit qu'il y a un rapport Pluton-maison 8. Alors heureusement, bon, il y a un trigone dissocié là avec Mars, mais bon, c'est pas, on peut pas dire que alors ce Mars en Capricorne est très puissant, vous voyez, carré ascendant, sextile Neptune, opposé à Vénus-Jupiter, la grande blessure. Alors cette très belle conjonction Vénus-Jupiter avec une lune maîtresse de 9, c'est aussi sa foi. Elle avait une foi, elle était catholique fervente, pratiquante. On lui a reproché évidemment d'avoir déclaré que Arthur s'était converti dans son lit de mort. On l'a énormément attaqué sur ce point, on a mis en doute ses déclarations, on a prétendu qu'elle a voulu racheter l'âme de son frère. Écoutez, est-ce vrai, est-ce faux? Nous l'ignorons. Après tout, Arthur Rimbaud n'a-t-il pas écrit dans une saison en enfer « J'attends Dieu avec gourmandise ». Était-ce une ironie, était-ce une vérité, on ne sait pas. Et puis, après tout, peu importe. Moi, ce que je vois, c'est ce qu'elle nous a laissé de beauté, à la fois dans ce qu'elle a incarné et dans ce qu'elle nous a laissé en écriture. Alors, j'ai envie maintenant, quand même, de vous montrer la synastrie, c'est-à-dire les deux thèmes comparés. Vous allez voir, c'est très troublant. Voilà. Donc, à gauche, vous avez le thème d'Isabelle, et puis à droite, vous avez le thème d'Arthur. Alors, regardez comme cette synastrie, elle est magnifique. Déjà, ils ont deux ascendants identiques, Balance. Mais regardez le soleil d'Arthur. 26 degrés, il est conjoint à l'ascendant d'Isabelle, collé à l'ascendant. Ensuite, sa conjonction Vénus-Lune, qui est au lever en Balance, ça se superpose entre la 11 et la 12. On pourrait dire que toutes les planètes rentrent dans la 12 d'Isabelle. Or, la 12, c'est la maison des hôpitaux. Restons vraiment dans les bases traditionnelles, les fondements de l'astrologie. Ensuite, sa très belle conjonction Vénus-Jupiter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est conjointe à la cuspide du milieu du ciel d'Arthur, son destin. On voit le rendez-vous qu'il y avait entre ces deux êtres, vous voyez? Regardez en superposant, regardez ça. Magnifique. Soleil sur l'ascendant, Vénus-Jupiter sur le milieu du ciel. C'est déjà ça en soi, une rencontre absolument magnifique. Ensuite, le Mercure d'Arthur, en Scorpion, est conjoint à la Lune d'Isabelle. Regardez la conjonction. Je vous fais la superposition. Regardez, conjonction. Vous voyez? Et donc la Lune d'Isabelle conjoint Mercure, Scorpion d'Arthur, au trigone du Neptune d'Arthur. L'attachement, l'hyper-affectivité totale, la dévotion qu'elle lui a apportée. Alors il faut savoir qu'elle ignorait totalement l'œuvre poétique de son frère. Elle n'en savait rien. Elle va découvrir l'œuvre poétique de son frère après sa mort. Elle n'en savait strictement rien du tout. Et elle va donc évidemment devenir la légataire de l'œuvre de son frère, avec son mari Paterne Berrichon, qui était peintre. Ils vont évidemment, durant un temps, être les légataires et s'occuper de la diffusion des écrits d'Arthur Rimbaud, mais elle a ignoré jusqu'au dernier moment l'écriture d'Arthur, parce qu'Arthur ne lui en a rien dit, puisqu'il avait tourné le dos à la littérature, à la poésie, et ensuite il avait entrepris sa grande épopée d'aventurier dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'avais comparé le thème d'Arthur Rimbaud avec celui d'Alphonse Allais, puisqu'ils sont nés le 20 octobre 1854, mais pas à la même heure. C'était pour vous parler de l'importance de la domification, souvenez-vous-en. Et là, on a deux thèmes absolument magnifiques. Et quand on fait également le thème composite, qu'est-ce qu'on retrouve dans le thème composite des deux? On retrouve une conjonction Jupiter-Lune en Balance à l'ascendant. C'est très significatif là aussi, vous voyez. Et on a là une synastrie qui est très parlante. Vous voyez, même le Mars d'Isabelle tombe pile sur la cuspide de 4 d'Arthur. Vous voyez, pile là. Vous voyez, pile. Donc, elle protège, elle vient évidemment apporter son énergie martienne parce qu'elle va
Elle va l'accompagner, être à son chevet jusqu'au bout. Et il va vivre, mais vraiment un martyr. C'est épouvantable. Et le martyr qu'Arthur Rimbaud a vécu, je passerai sur les détails, mais franchement, il a vraiment vécu, Arthur, Soleil-Pluton, sa saison en enfer. Hein. Jusqu'au bout, du bout, il a vécu sa saison en enfer. Alors, vous voyez cette très belle synastrie. Notez aussi que ces planètes du Gémeaux, Soleil, Uranus, Mercure, entre Mercure-Uranus et également le Soleil, entrent en aspect harmonique de la conjonction Vénus-Lune d'Arthur. Je vais superposer. Vous voyez, regardez. Ça route au trigone. Alors c'est un trigone qui part des valeurs de la 12 à la 8, qui sont des maisons de vie intérieure et qui peuvent être des maisons d'épreuve dans une vie, indéniablement. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est-à-dire que là, c'est un amour incommensurable et infini qu'elle a porté à son frère. Et Isabelle a ensuite consacré toute sa vie à son frère, à propager son œuvre, hein, à la faire connaître. Elle a passé tout son temps. Alors évidemment, elle aura été très très attaquée, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle Arthur Rimbaud le catholique. Alors vous imaginez, ça a fait du ramdam à l'époque, hein, puisque certains n'ont pas accepté du tout une nanoseconde de s'imaginer qu'Arthur ait pu se convertir. Mystère, comme je dis, la foi est un mystère, elle est respectable. Moi, je ne rentrerai pas dans le débat là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort? Mystère. Et avant de conclure cette courte vidéo, je voulais vous lire un extrait. Il n'est pas très long, mais c'est pour vous montrer la ferveur d'Isabelle envers son frère, et puis en même temps la qualité de son écriture. C'est pas très long, hein. Vous m'excuserez la lecture un peu peut-être émotive que je vais avoir. Hein. Voilà ce qu'elle écrit. Et ça, c'est dans Mon frère Arthur. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver, ce livre. Je ne sais pas s'il a été réédité, ou alors il faut chercher sur Internet. Alors voilà ce qu'elle écrit. Étendu pour toujours, souffrant sans répit sur son lit de douleur, le plus atroce martyr, du fond de sa petite chambre d'hôpital assombrie par le voisinage de la galerie de pierre et des platanes touffus, que d'enseignements il m'a donné. En 4 mois, il m'a plus appris que d'autres en 30 années. Je lui dois de savoir aujourd'hui ce qu'est le monde et la vie, le bonheur et le malheur. Je vois ce qu'est vivre, ce qu'est souffrir, ce qu'est mourir. Je connais aussi ce délire qu'on nomme le dévouement et, par-dessus tout, j'ai senti l'ineffable allégresse d'aimer absolument un être de mon sang et sacré, oh, la tendresse fraternelle d'essence pure et divine, de l'aimer dans la joie, dans l'épreuve, dans le malheur, m'élançant d'esprit et de cœur vers lui, de l'aimer dans la souffrance et la maladie, en ne le quittant plus, de l'aimer dans l'agonie et dans la mort, en l'assistant sans faiblir, et par-delà la mort, en exécutant sa volonté, ses simples recommandations et, si Dieu voulait, en mourant peu après lui, de la même mort que la sienne, pour aller dormir là-bas près de lui, et rassurer ainsi son âme inquiète, qui a craint que sur cette terre je ne l'oublie. L'oublier, moi, pourrais-je oublier mon bonheur, oublier celui qui a fait naître mon âme à une vie divine? Est-ce qu'il n'est pas partout et tout dans les horizons merveilleux qu'il m'a découvert, lui, mon ange, mon saint, mon élu, mon aimé, mon âme? Oui, plus j'y réfléchis, plus je crois qu'à nous deux, nous avions la même âme, lui mort, il n'est pas sûr que je pourrais vivre. Eh bien, sachez que elle est morte quelques années plus tard, exactement de la même maladie que son frère Arthur. Vous voyez, hein, ce passage qui est bouleversant. Et oui, elle l'a suivi jusque dans la mort et elle est morte de la même maladie. Vous voyez cette charge de maison 8 qu'elle a, hein,
très chargé, mètre de 10. Jadis, les anciens astrologues disaient que la 10 était la maison du destin, et la 4 qui marque les racines. Ça, c'est vous savez, le méridien céleste, dans un thème, c'est la colonne vertébrale. Il faut toujours également l'observer. Et le maître de la 10, le maître de la 4 sont dans la 8. Donc, il y avait un rendez-vous avec les valeurs de la 8. Alors, vous avez lu, bon, écoutez, je ne vais pas en rajouter, j'ai envie de vous laisser sur ce passage de toute beauté, et tout le livre est comme ça, hein. C'est une merveille. Vous avez pu noter également la qualité de l'expression de cette femme, qui n'a pas fait d'études supérieures, hein. Alors, vous voyez, aujourd'hui, dans quel état nous sommes sur le plan intellectuel, hein, c'est dire. Bon, bien écoutez, voilà, je vais cesser ici mon bavardage rimbaldien. Je vous remercie de votre fidélité, merci aussi de l'attention que vous accorderez à cette courte vidéo. Je l'ai faite dans l'élan du cœur, hein, voilà, porté par cette ferveur, par cette beauté, par cette pureté, hein, qui émane de sa sœur. Et ce rapport entre ces deux êtres, indéniablement, il y a un amour incommensurable qui les unit, c'est indéniable. Quand on lit ça, c'est d'une telle force. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis, je ne sais pas trop, écoutez, à bientôt. Voilà. Au revoir.